Pendant cette vidéo, je vais répondre aux questions d'une lectrice, Gervaise, qui est aussi une ancienne stagiaire. Elle avait fait un stage avec moi, mais il y a 4 ans ou 5 ans. Maintenant, c'était juste après le Covid. Voilà, donc tu as acheté mon livre et tu avais des questions à me poser. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on le fasse par vidéo pour pouvoir reformuler mes explications qui peuvent paraître parfois un peu complexes comme ça quand on aborde le livre. Voilà, donc je suis avec Gervaise. Bonjour Jean-Pierre, donc voilà, j'ai plein de questions. J'espère que ça ne te dérange pas de répondre à toutes mes petites questions. Et j'ai essayé de suivre la chronologie du livre. Tu parlais du plan quantique et je voulais savoir, ce plan quantique, peut-on l'atteindre en état modifié de conscience, style hypnose? Alors, le plan quantique, hein, pour moi, c'est... alors, il faut faire attention parce que d'autres personnes, je pense notamment à Stéphane Cardino qui l'utilise aussi le terme, mais il l'utilise pas tout à fait avec la même définition que pour moi. D'accord. Le plan quantique, c'est pour moi, euh, ça a trait aux fréquences spirituelles et c'est les fréquences qui sont au-delà de l'harmonique, à partir de l'harmonique 2 sur le plan spirituel, sachant que le principe des harmoniques, en fait, je reprends l'étalonnage que j'ai eu dans la formation de Stéphane Cardino et Catherine Martin, c'est-à-dire que en fait, les plans spirituels, les fréquences extracorporelles sont des harmoniques du plan corporel. Donc on a une première harmonique, une deuxième harmonique et une troisième harmonique. Donc le plan quantique, pour moi, c'est cet espace qui est au-delà de l'harmonique 1, c'est-à-dire à partir de l'harmonique 2 et 3 et qui permet de faire des liens entre les choses, mais plus des choses qui ne sont plus pour moi un lien direct. C'est-à-dire, un lien direct, c'est quelque chose qui nous concerne directement. Donc là, ça permet de faire des liens avec, si je prends l'histoire familiale, ça nous permet de faire des liens dans l'histoire familiale au-delà de ce qui nous concerne directement directement, voilà, donc d'aller au-delà dans les liens, quoi. Donc tu veux dire qu'on peut recevoir des informations dans ce plan de nos ancêtres? Alors, Est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que j'ai bien compris ou pas? non, c'est pas que sur ce plan-là que tu peux recevoir des informations sur les ancêtres, mais tu peux aller plus loin dans les liens, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas aller au-delà de choses qui te concernent directement. Et plus tu vas monter dans ce champ quantique, plus tu vas avoir accès à des espaces lointains dans les liens. D'accord. À des choses qui peuvent ne plus te concerner, qui vont concerner, on va dire, plus, euh, c'est le collectif au sens très large, quoi. Euh, et, euh, et par rapport à ta question, est-ce qu'on peut l'atteindre sous hypnose? En fait, ça dépend des personnes. Il n'y a pas de règle générale par rapport à ça. C'est un petit peu le potentiel de chacun. C'est un seuil qu'on a dans l'accès à ces fréquences-là. Ce seuil n'est pas fixe, peut évoluer dans le temps, mais on a tous un seuil. Voilà. Et l'accès au plan quantique, c'est-à-dire à partir au-delà de l'harmonique 1, plus on monte, plus ça limite le nombre de personnes qui ont accès naturellement. Voilà, ça se travaille. C'est lié à un seuil, à un empêchement. Euh, mais mais plus on va monter dans ces fréquences-là, plus le nombre de personnes qui accèdent est rare. D'accord. Voilà. Pour donner un titre d'exemple, c'est-à-dire sur l'harmonique 3, euh, l'harmonique 3, je connais dans tous les stagiaires que j'ai eus, j'ai une seule personne qui y accédait de façon consciente. D'accord. Consciente et même, je dirais, naturelle, parce que c'était un accès naturel chez elle. C'est-à-dire, c'est
quand elle est arrivée en stage, c'était déjà dans son potentiel. Moi, je n'ai fait que l'aider à le travailler, à l'améliorer, mais c'était déjà dans son potentiel, quoi. Donc, c'est voilà, c'est c'est un accès qui est il faut une grande mobilité de la conscience pour accéder à ce champ quantique-là. Voilà. Par contre, D'accord. quand on est dans ce champ quantique-là, on a une vision donc des liens indirects et on a une vision dans le temps qui est beaucoup plus importante puisque les fréquences extracorporelles, les fréquences extracorporelles ont une valeur, ça a une valeur spirituelle, c'est-à-dire on va retrouver dans ces fréquences-là les archétypes du spirituel, mais ça a aussi une valeur de temporalité, c'est-à-dire que là, euh, tout ce qu'on trouve sur ces fréquences-là, c'est aussi le futur, le potentiel de la personne. D'accord? Hmm. Donc, une personne, un médium, c'est très rare. Là, si je prends des médiums qui faisaient ça de façon professionnelle, j'en connaissais qu'un. Maintenant, il y a cette deuxième personne, puis cette deuxième personne s'est installée pour faire un peu pratiquer ce que je pratique, quoi, après la formation. Donc, j'en connais deux, je dirais, qui ont accès à cet espace-là, mais ont une vision, pourront te donner des réponses sur du long terme. Voilà. Hmm. Elles vont voir des choses sur le long terme, sachant que plus on voit loin dans le temps, plus ce sont des potentialités. C'est-à-dire que tu as toujours la possibilité d'avoir un libre arbitre, de modifier. Ce que l'on voit quand on est dans cet espace-là, quand on fait une guidance par rapport à une personne, ça va être les potentialités, le futur le plus probable à l'instant T. Mais je comprends bien. Voilà. Donc après, ça peut se modifier. Et c'est que le futur immédiat ou le futur proche qui est hautement probable. Celui-là, en général, il est très proche de la fontanelle. Dans les fréquences, c'est le plan causal. Et ça, c'est un futur qui est hautement probable. L'immédiat, quand je dis immédiat, c'est quelques heures après qu'on ait eu une Ah oui, c'est discussion. vraiment très proche. Ouais. Après. Et donc là, c'est très, très hautement probable. Et plus on s'éloigne, plus après, c'est des potentialités. C'est du futur potentiel, mais qui correspond à un instant T avec ce que tu émanes à cet instant T. Voilà. Après, tu peux toujours choisir différents chemins avec ton libre arbitre, modifier. Voilà. Tout à fait. Et du coup, les personnes qui vont dans ce plan quantique, ils y vont pour quelles raisons en général? Est-ce que c'est consciemment et est-ce qu'ils vont chercher une information précise ou est-ce que c'est aussi valable pour des soins ou c'est juste de l'information? Oui, alors pour moi, c'est de l'information, hein. Mm. C'est-à-dire qu'on va trouver sur le plan spirituel, c'est-à-dire sur l'harmonique 1, l'harmonique 2 et l'harmonique 3, toutes les problématiques du corporel, donc tout ce qui est dans les mémoires du corps, on va dire, on va le retrouver sur le plan spirituel, sur ces plans-là, avec les archétypes de chaque harmonique, tu vois. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà. Alors, c'est-à-dire qu'une problématique, c'est en quelque part, ça montre bien, moi, ce que j'appelle la boucle de rétroaction, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas guéri tes mémoires, tu reproduis ce que tu vas les reproduire parce que tu vas retrouver les mêmes problématiques là-haut, sur le plan spirituel, avec les archétypes du plan spirituel, mais tu vas les retrouver aussi dans ton futur. Tu vois. Mm. Et donc, pour répondre à ta question, pourquoi on va là-haut? Bah, si c'est de façon consciente que tu vas voir un thérapeute qui a ce potentiel de monter sur le plan quantique, c'est-à-dire qu'à l'harmonique 2 ou harmonique 3, ou voire harmonique 1, hein, mais pour moi, c'est pas le plan quantique, hein, c'est les liens directs là qu'on est, tu tu vas avoir possibilité quelque part d'aller modifier le futur de la personne. Ah, intéressant. Et c'est en ce sens où je dis, si tu veux, quand on parle de guérison, et qu'on parle de miracle, et je dis le miracle se produit sur le plan spirituel. C'est quand tu introduis une guérison, quand tu vas modifier quelque chose sur le plan spirituel, tu as la potentialité d'introduire le miracle. Je dis les plans spirituels ont
ont une potentialité de miracle, miraculeux. Euh, Sachant que si tu modifies là-haut, en fait, après, ça dépend de la capacité de la personne à refaire descendre l'information. Si la personne a un blocage qu'elle ne peut pas refaire descendre l'information, l'information que tu as modifiée va rester là-haut, quoi. Ou alors il Mm. faudra beaucoup de temps pour que ça redescende, si tu veux. Mais ça, c'est propre. C'est pour ça que le miracle ne se produit pas pour chaque personne, quoi. Mm. Quand un miracle se produit, c'est que quand même il y a une certaine ouverture, on va dire, de la fontanelle et une ouverture et une fluidité du plan spirituel. Tu vois? C'est que si tu es dans ta pensée, dans ta conscience, dans le corps, si tu vas et que tu es bloqué au niveau de la fontanelle, c'est par la fontanelle que l'information va arriver, bah, si tu vas modifier là-haut, il ne se passera rien, quoi, tu vois? Donc je dis que si je prends des lieux miraculeux comme Lourdes par exemple, il ne se produit pas des miracles tous les jours parce que quelque part, il faut avoir cette ouverture au spirituel. Et quand D'accord. je dis ouverture au spirituel, ce n'est pas une ouverture mentalement, hein, c'est pas d'aller comprendre Mental. la spiritualité en la tête, c'est vraiment une ouverture au niveau de la fontanelle et une ouverture sur de la conscience sur le plan spirituel. Voilà ce que je voulais te... Est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est, tu vois, il y a des gens qui disent j'ai mal quelque part, je somatise. Est-ce que c'est un peu le même système qui se passe une fois qu'on a découvert pourquoi on avait des douleurs parce qu'il y a eu des problèmes dans sa vie et d'un seul coup on n'a plus mal? Est-ce que ça, on peut faire le lien avec ça, avec ce que tu me décris ou pas? Alors pour moi, si tu agis que sur le corporel, tu soulages. Hmm. Tu vois? Si on Oui. agit purement sur le corporel, on va soulager. C'est-à-dire que la personne va se sentir soulagée et la problématique reviendra. Ah, d'accord. On n'a pas travaillé la problématique sur le plan spirituel. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que une personne qui travaille que sur le corporel, hein, par exemple, je prends moi une personne qui fait du massage. Donc, à travers le massage, tu peux aussi introduire la guérison sur le plan spirituel. Mais pour moi, la guérison passe par la conscience du thérapeute. C'est-à-dire, tu Hmm. peux agir sur le plan corporel à travers un massage ou des techniques de manipulation très physiques, mais en même temps, à travers ta conscience, aller mettre l'information, si tu veux, modifier l'information sur la personne, quoi. Voilà. Mais si tu es purement dans ton corps, dans ta tête, et que tu n'as pas cette mobilité de conscience, cette conscience qui te permet de naviguer sur le plan spirituel, tu vas agir que sur le corporel. Donc tu vas ne faire que soulager, quoi. Voilà. Que soulager et de manière temporaire du coup. Voilà. Et, euh, et c'est un des aspects pourquoi, en fait, souvent, euh, tu, euh, tu, euh, tu vas avoir un soulagement et tu vas revenir, tu vois. Il y a pas de guérison. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que, quand même, si tu viens agir, qu'il faut, je veux dire, même en agissant sur le plan spirituel, ça peut introduire une guérison totale, mais ça peut aussi revenir, quoi, Mm. parce que il y a aussi la fréquence qui est dans le corps, en fait, si tu veux, ce qui se passe dans le corps qui peut, voilà, il faut. Il n'y a pas de règle. Je Absolu. n'ai jamais vu, si tu veux, je n'ai jamais pu constater de choses qui marchent à coup sûr pour tout le monde. Je veux dire, Mm. on est tous des cas particuliers. Mais ça, c'est des règles, je dirais, qui fonctionnent généralement bien. Mais après, il y a toujours des cas particuliers, quoi. Ouais. Ouais. Alors, j'avais lu le chakra cuivre. Est-ce que c'est la même chose que le plan causal? Oui, alors le plan causal, c'est les trois premiers chakras qui sont dessus la tête. Tu as le rose, tu as le cuivre et tu as le bronze. Et ces trois chakras correspondent aux harmoniques, à l'harmonique un de tout ce qui est lié à nos mémoires, Oui. classifié dans nos mémoires. C'est-à-dire, ça part entre le bout des orteils jusqu'au... Oui. C'est-à-dire, en fait, ça, on dit, on va dire, en gros,
C'est au moment où on va dire que le point de nombril dans dans ton histoire, dans tes mémoires, c'est le moment où tu t'émancipes de tes parents. Ok. Donc, tu vas trouver les mémoires liées aux ancêtres les plus lointains, les mémoires liées à tes parents, les mémoires de tes parents. Tu vas trouver ta naissance et les mémoires de ta petite enfance et ton enfance. Et c'est à partir de l'adolescence que tu vas commencer à t'émanciper en fait de tes parents, tu vois. Et donc, le plan causal correspond à ces fréquences-là, c'est-à-dire Voilà. le rose, ça part du bout des pieds, le chakra noir. Brun, c'est les mollets. Bordeaux, c'est les genoux et les cuisses. Écarlate, c'est juste le haut des cuisses, on va dire. Rouge, c'est le coccyx, c'est le chakra racine. Orange, le plexus sacré. Et jaune, le plexus solaire. Ok. Et le paume. Oui, dans le causal, il y a aussi le paume. Donc, on monte légèrement au-dessus du nombril quand même. Donc, le paume, ça correspond à l'adolescence. C'est le chakra paume, c'est un chakra intermédiaire entre le plexus solaire et le chakra du cœur. Et c'est le chakra qui gère les émotions. Et c'est au moment de l'adolescence où tu vas aller expérimenter les émotions. Donc, tu vas te forger ton système de gestion des émotions. Donc, c'est le système qui gère les émotions, le paume. Et donc, le cuivre, oui, c'est le causal. D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans le causal à savoir, si tu veux, ces trois chakras-là, on considère que c'est le plan causal. Le plan causal, c'est le plan de cause à effet. C'est-à-dire, Mhm. ça, c'est vraiment, et en termes de futur, c'est le futur immédiat. Le début du rose, c'est le futur immédiat. Et après, tout le causal, c'est le futur proche. Mm. On va trouver le futur proche. C'est un lien avec les mémoires. Donc, ça veut dire que tant que tu n'auras pas travaillé les plans corporels où il y a les mémoires, et donc le plan causal, ça fait une boucle de rétroaction et tu vas réagir comme ton éducation, c'est-à-dire comme tes ancêtres, comme tes parents et comme ton vécu dans la petite enfance. Tu vois? D'accord. On va retrouver les mêmes choses là-haut, en fait. Tu vois? Mm. C'est très important je cherche le mot, pour pour libérer sa destinée Mm. faut vraiment venir travailler à la fois le plan des mémoires dans le corps et à la fois le plan causal. Voilà. Et c'est quand tu seras libéré de tes mémoires que Mémoire. tu auras libre dans ta destinée, tu seras pleinement ton libre arbitre dans ce que tu vas faire. C'est-à-dire que quand tu vas te retrouver face à un événement, tu réagiras plus comme tes ancêtres. Voilà. Alors, le plan causal, c'est ça a ce lien-là, mais donc le lien avec le futur immédiat et le futur proche. C'est aussi le rose, le chakra rose, qui est le premier au-dessus de la tête, donc il y a un lien entre le noir et le rouge. C'est aussi le plan des défunts. Oui. Pourquoi? Parce que en bas, on a le plan des ancêtres. Et les ancêtres, ils sont défunts aussi. Et en haut, on a les plans des défunts. C'est-à-dire que c'est l'archétype, si tu veux. Tes mémoires dans le corps, alors quand on parle ancêtre, on va surtout parler du noir, du brun et du bordeaux, c'est-à-dire en fait des ancêtres les plus lointains, du niveau de tes grands-parents et de tes parents. Mais du Donc, coup, là, on est vraiment dans le transgénérationnel. Des fois, il y a des gens qui travaillent dans le transgénérationnel. Toutes ces mémoires que tu me parles, c'est du transgénérationnel. Quand on n'agit pas, mais qu'on tu agit suivant notre éducation et nos ancêtres. tu peux l'appeler transgénérationnel, c'est ça, ouais. Donc, ce que tu vas trouver là, c'est dans le bas du corps, tu vas trouver la mémoire de tes ancêtres. Et ce que tu vas trouver au-dessus, on va l'appeler donc le monde des ancêtres en bas et le monde des défunts là-haut. C'est-à-dire que là-haut, on trouve la même chose, les mêmes, les, les mêmes informations, si tu veux, là-haut, mais sur l'archétype du plan spirituel. Et l'archétype du plan spirituel, c'est les défunts. D'accord? Ok. Alors, j'ai un petit peu de mal parce qu'entre les ancêtres, eux aussi, sont défunts, et les défunts qui sont là, c'est tous les deux des défunts. Ouais. Qu'est-ce qui les différencie?
Alors, c'est juste, si tu veux, une façon de voir les choses. C'est qu'en bas, ça va être plus en lien avec les mémoires et en haut, ça va être plus en lien avec ton futur, c'est-à-dire tes D'accord, réactions. Tu vois? d'accord, ok. Comme si alors, on peut voir ça si je me place dans une vision que j'appelle duel. C'est-à-dire, tu vas voir si tu te remets à l'extérieur, si tu remets ton potentiel à l'extérieur, tu vas dire, c'est les défunts qui me guident dans la vie Mhm, et qui me disent, mhm, qui me conseillent de faire telle ou telle chose, d'avoir telle ou telle réaction. Donc ça, c'est une vision pour moi duel, c'est-à-dire tu te remets ton potentiel à l'extérieur. Il y a quelque chose qui est extérieur. Mais pour moi, on est porteur de cette information. Que ce soit l'information qui est dans le monde des défunts ou dans le monde des ancêtres, c'est nous, c'est notre information à nous. Donc, à ce moment-là, tu vas dire que tu réagis comme tes ancêtres. Tu vois? ok. Voilà. Et quand on parle du monde des défunts, on est plus dans un archétype, c'est-à-dire quelque chose où on reporte, où on a tendance à voir comme il se voit souvent habituellement, où on va parler des défunts, quoi, si tu veux. Voilà. Ok. Donc c'est euh, c'est juste une façon de voir, mais c'est un archétype. Tu vois, pour moi, le divin n'est pas extérieur à nous, c'est-à-dire tout ce qui est là-haut, si je prends l'énergie mariale, par exemple, l'énergie mariale, c'est un point particulier de l'argent, de la fréquence du féminin sacré. L'argent, c'est l'harmonique 1 du vert, du chakra du cœur et du chakra turquoise. Le turquoise, c'est entre la gorge, le siang et le cœur. C'est un chakra qui est à ce niveau-là. Voilà. Et ça, c'est ce qui conditionne les archétypes du féminin sacré. Et donc, dans les archétypes du féminin sacré, on va avoir l'énergie mariale, c'est-à-dire l'énergie mariale, ça va être lié à la compassion notamment. Une des qualités de l'énergie mariale, ça va être la compassion. Tu vois? Donc, tu, tu peux avoir cette fréquence là-haut, tu vois, euh, mais c'est quelque chose qui t'appartient. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, le divin est en nous. C'est-à-dire tu peux incarner l'énergie mariale. J'ai eu un Mm. jour une personne qui est venue faire un bilan, qui était hyper croyante, qui priait Marie tous les jours. Et quand je l'ai mesuré avec les manoscopes, elle incarnait parfaitement cette énergie mariale, quoi, si tu veux. D'accord. Mais pour elle, c'était quelque chose d'extérieur. Mm. Marie, c'était quelque chose d'extérieur. Et elle se sentait guidée par Marie. Sauf Mm. que quand je la mesure avec les manoscopes, c'est elle que je mesure. Et c'est Oui. elle et que je vois l'incarnation quelque part de cette énergie-là, de Marie, quoi, si tu veux. Et Donc c'est notre croyance quelque part. C'est la croyance de cette femme qui faisait que elle pensait être guidée par Marie et du ouais, coup vibrer. elle vibrait totalement Marie. Donc elle incarnait totalement Marie. Donc c'était, on pourrait dire, c'est l'incarnation de Marie, mais il doit y en avoir. Elle incarnait Marie parfaitement et vraiment de très belle façon, mais il y a plein d'autres femmes qui doivent incarner Marie, ou même des hommes qui doivent incarner l'énergie mariale, si tu veux. Mais, mais elle, c'était vraiment quelque chose de très fort, quoi, en fait. Mm. Et c'était assez marrant parce que quand elle est venue me voir pour le bilan, elle m'a dit je viens vous voir parce que je sais que vous respecterez ma croyance. Ah oui. Voilà, parce que moi, je ne crois pas du tout en ça. Pour moi, le divin est à nous, il n'est pas extérieur à nous. Mais elle savait que je respecterais dans ma façon de voir la croyance. Et je n'ai pas cherché du tout À la convaincre. à la convaincre, de toute façon, parce que la croyance qu'elle avait, elle émanait totalement de ça. Donc, en fait, elle était dans le respect et c'était quelque chose. Euh, qu'elle avait besoin. Et peut-être que sur son chemin, elle avait besoin de ça pour l'instant. Et au bout d'un moment, elle n'en aura plus besoin et elle incarnera ce qu'elle est réellement, quoi, si tu veux. Mm. Mais il y Oui. avait vraiment cet aspect très religieux, très religieux de cette personne-là pour te dire, elle faisait un chapelet plusieurs fois par jour, quoi. Tu vois, Ah donc oui. vraiment très religieuse, quoi, très Ouais. croyante, chrétienne, quoi, sur cet aspect-là, quoi. Et voilà, donc c'était voilà, donc pour moi, le divin c'est pas séparé. Les Rien. défunts ne sont pas séparés de nous, c'est-à-dire que, Justement, avant de revenir aux défunts, parce que j'ai des questions aussi, je voulais
je voulais revenir au défunt, mais tu disais dans ton livre, la mémoire du défunt se trouve dans le lieu où on le perçoit. On va visiter un château, on va être trois à percevoir un défunt, c'est le même défunt pourtant. Et je comprends pas parce que c'est pas le défunt qui est dans le château. J'ai pas trop bien compris ton concept. Je l'ai un peu touché du doigt, mais j'ai pas réussi à tout comprendre en fait, tu vois. Là, ça touche. Quand tu parles de défunt, là, c'est pas forcément un défunt qui nous appartient, hein. C'est quand tu vois, quand tu rentres dans un lieu et que tu vois que ce que tu appelles un défunt, c'est un fantôme, quoi, en gros, quoi. Oui, mais tu disais que les fantômes, en fait, c'était des mémoires Oui, et c'est que ça résonnait avec tes propres mémoires. Et je me dis que si ça résonne pas avec tes mémoires, donc tu le vois pas, donc il n'y a pas de lien. Mais si plusieurs personnes perçoivent ce fantôme, c'est que ça résonne avec leur propre mémoire, du coup. oui, pas forcément parce que c'est partageable. C'est partageable. Voilà. Mais pour expliquer le fondement de ma pensée par rapport à ça, si tu veux, c'est que pour moi, Euh, tout ce qui est vécu dans un lieu s'enregistre dans l'espace quantique, dans le champ quantique. C'est donc cet Oui. espace-là qui est au-delà de l'harmonique 1. Donc tout s'enregistre là. Et, c'est-à-dire que c'est enregistré, mais ça veut dire que ça, c'est pas forcément actif. Tu veux? Mm. Tout est enregistré, mais tout n'est pas actif. Ce qui provoque l'activation de certaines mémoires, c'est quelqu'un qui pénètre dans un lieu. Chose qu'on ne peut pas faire, si tu veux. Mais dès que tu sors du lieu, on pourrait supposer qu'un lieu même est historique, si personne ne rentre dans le lieu, il est vierge de toute information. D'accord? Ok. Quand que quelqu'un rentre dans le lieu, ça active les résonances. C'est comme si les mémoires qui sont dans le champ quantique redescendaient dans notre temporalité, c'est-à-dire dans les fréquences corporelles, les plans corporels, redescendaient pour être plus proche de la matérialité dans les plans corporels. Ce qui s'active comme mémoire, c'est ce qui résonne avec la personne. D'accord? C'est ce qui résonne avec la personne, qui résonne avec ton histoire, hein, avec l'histoire de tes parents, avec l'histoire de tes ancêtres. Et ça peut être de façon consciente ou de façon totalement inconsciente. C'est-à-dire totalement inconsciente, c'est-à-dire que oui, tu ne peux pas percevoir ce fait que ça soit en lien avec toi, si tu veux. Et puis, ça peut mettre en évidence des choses que tu n'as pas du tout conscience. Alors, par rapport à ça, il faut que j'explique une chose. C'est-à-dire que, donc, ne s'activent que les mémoires qui sont en lien avec la personne. Euh, si tu veux, j'ai fait beaucoup, beaucoup de mesures avec les manoscopes. Et les manoscopes, l'intérêt de les manoscopes, c'est que ça mesure le champ d'information. Donc, le champ d'information, si on voit une entité, je prends une entité. Donc, on va voir une entité. Si je mets avec l'égmanoscope le capteur sur l'endroit où on voit l'entité et que je la mesure, donc on va mesurer un champ d'information. L'émanoscope mesure des fréquences, des points entre le bout des orteils et 4 mètres au-dessus de la tête. Donc, il mesure des points. Ces points, une fois qu'on a fait la mesure, restent les mêmes. Mais à partir de là, après, on a différentes grilles d'interprétation. C'est-à-dire que chaque point, on va l'associer à des propositions de phrases. Et avec ces propositions de phrases, on peut raconter une histoire. Et on a différentes grilles d'interprétation. On a la grille d'interprétation liée aux ancêtres, la grille d'interprétation liée aux mémoires d'enfance, la grille d'interprétation liée au personnel, qu'on appelle personnel, c'est lié à la psychologie, au vécu de la personne, et la grille d'interprétation qui est liée au ressenti, et une autre grille d'interprétation qui est liée au monde professionnel. Donc pour l'instant, on a ces grilles d'interprétation-là. Si on met sur la grille ancêtre, ça va décrire un personnage. Alors Stéphane Mhm. Pino, qui est l'inventeur de l'émanoscope, est en train de travailler justement une nouvelle grille qu'il appelle grille akashique. C'est-à-dire que là, on est au-delà des ancêtres, on est dans le vocabulaire qu'on va utiliser. On va utiliser quelque chose qui est plus, qui va raconter plus de la vie d'une personne
on va dire, avec la datation d'une période, etc. Bon, ce sera une grille différente de la grille ancêtre. Bon, pour l'instant, on n'avait que la grille ancêtre. Donc, si on prenait la grille ancêtre, ça racontait l'histoire d'une personne liée, une histoire totalement invérifiable, mais qu'on peut supposer qui s'est passé dans le lieu, puisqu'on le mesure ça dans le lieu. Donc, ça va décrire l'entité. Si je bascule sur la grille liée aux mémoires de l'enfance, c'est toujours les mêmes points. Voilà, c'est juste les phrases qui changent. Là, ça va raconter des mémoires en lien avec la personne qui est rentrée dans le lieu. D'accord? Oui, Si je bascule sur la grille personnelle, ça va raconter le vécu de la personne qui est rentrée dans le lieu. Donc ça montre, si tu veux, que ce qui peut paraître extérieur est totalement lié à la personne qui est rentrée dans le lieu. Parce que si on mesure l'entité, on a à la fois une histoire invérifiable, une histoire totalement vérifiable qui est en lien avec la personne qui rentre dans le lieu, et une histoire ce qui se passe dans la vie de la personne qui est rentrée dans le lieu. Et on s'aperçoit que, en fait, c'est qu'une histoire de résonance entre ce qui trotte dans le vécu de la personne actuelle et le lieu. C'est-à-dire que le lieu, en fait, n'est qu'un miroir de toi-même, de ton vécu, qui va faire un lien entre ce qui se passe dans ta vie et tes propres mémoires et l'histoire, une histoire invérifiable, qui est peut-être même l'histoire d'un de tes ancêtres, mais c'est plus vérifiable, donc on ne sait pas. Donc le lieu est un miroir, c'est-à-dire que le lieu, quelque part, te montre chez toi ce qui ne va pas et te montre à travers tes mémoires ce que tu as travaillé. Voilà. ouais. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, comment dire, ils vont mettre les défunts dans la lumière, tu vois. Comment on dit pas. Ah, je trouve pas de mots. Bref. Euh, et c'est effectivement, tu vois, j'ai cette maison et une ou deux fois depuis une vingtaine d'années, euh, j'ai eu des lumières qui claquaient chez moi. Mes ampoules claquaient. Et donc, j'avais fait appel à un énergéticien qui m'avait confirmé qu'il y avait un fantôme dans la maison. Et effectivement, il aurait fait un dégagement. Et après, mes lumières ne brûlaient plus, ne claquaient plus. Comment tu peux expliquer ça? Parce que la maison est toujours là, ça fait 20 ans que j'y vis. Donc, ça, c'est pas une mémoire liée à l'endroit. Comment on peut expliquer justement qu'on peut parfois avoir des défunts autour de notre champ éthérique ou aurique qui arrivent et qui repartent par un énergéticien? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris que le thérapeute a fait partir? Enfin, voilà, ça me pose question justement. Alors, un des points importants par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, tu vois, il y a plusieurs façons de lire l'information. Sur les manoscopes, on appelle ça des grilles de lecture. On peut appeler ça, moi je dis souvent, je lis l'information sur telle ou telle grille, tu vois, ou on peut appeler ça un point de vue. Alors quand je fais des stages, j'explique aux gens, en fait, c'est juste, c'est comme si, parce que la plupart des gens, si tu veux, ne lisent l'information qu'avec une seule grille. Mm. Ils sont tellement persuadés que leur grille, c'est la vérité absolue, qu'ils ne se posent pas de questions et ils lisent toujours sur la même grille Mm. l'information. Et les gens qui croient aux défunts vont toujours lire sur quelque chose qui est extérieur à toi. Et ils ne feront pas les liens avec toi. Et pour moi, le plus important, c'est quand même dans ce cas-là de faire les liens avec la personne. C'est-à-dire les liens avec ses mémoires et ce qui se passe dans la vie de la personne. Tu vois? Et en même temps, ça vient travailler. Moi, quand je fais de la géobiologie, euh, pour moi, c'est faire un bilan. Quand je travaille sur une maison et qu'il y a une problématique en lien avec les mémoires, c'est totalement, c'est comme si je faisais un bilan de la personne. Hein, tu vois? Mm. Le lieu, vraiment, c'est un miroir. Et je saute d'une grille à l'autre. C'est-à-dire Oui. que je peux très bien décrire la personne comme je la vois, basculer et raconter, décrire la personne d'une autre façon. Et je vais lui dire, ça ne vous fait pas penser à votre grand-mère? Il m'a dit, si, si, c'est ça, ma grand-mère. Et puis, hop, basculer sur ce qu'il a vécu dans l'enfance. Tout ça, c'est juste un positionnement. Alors ça, c'est important de le savoir parce que la plupart des thérapeutes n'ont pas du tout conscience que c'est le même champ d'information, que ce champ d'information, on peut le lire de façon différente. Ils sont Mhm. tellement dans leur croyance, ils sont tellement persuadés qu'ils détiennent la vérité et qu'ils ne imaginent pas
qu'on puisse lire l'information d'une autre façon. Donc, j'en reviens maintenant à ton histoire. Alors, ça, quand tu as des phénomènes comme ça, des ampoules qui se grillent, en français, on va parler d'esprit frappeur, au sens large, si tu veux. Mhm. Et en anglais, c'est les poltergeists. Ah, ok. Voilà. Et ça vient de mémoires qui sont très anciennes, Ok. du plan ancestral, et qui ne sont pas du tout pacifiées. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la réactivité énorme et voir ce qui peut produire des situations conflictuelles dans le conflit, que ce soit un conflit intérieur, un conflit avec l'extérieur. Ça peut être un conflit avec l'invisible aussi. Pourquoi ça vient de ces mémoires qui sont très anciennes? Donc là, on est dans le noir le plus proche de l'extrémité des pieds. Pourquoi? Parce que quand on arrive à la pointe des pieds, on est dans cette fréquence-là, c'est la fréquence qui est la plus proche du plan physique. Mhm. Quand on arrive sur la dernière fréquence liée au plan ancestral, on est dans la matière. D'accord? Et si les gens qui ont la possibilité de produire ce genre de phénomène, c'est des gens qui ont ce plan-là, au niveau de ces fréquences-là, c'est-à-dire des mémoires qui ne sont pas du tout pacifiées, ils ne maîtrisent pas leur force et ils arrivent à produire des effets dans la matière, on va dire, sans les maîtriser. D'accord? Donc, je pense que c'était ton cas, donc, Mhm. cette capacité-là. Donc, à toi maintenant d'apprendre à la maîtriser si tu veux, parce que si tu apprends à la maîtriser, tu pourras aller travailler au plus près de la matière, si tu veux. Et la personne, en fait, ce qu'en fait le thérapeute, c'est en faisant disparaître les entités, Mhm. tu vois, c'est comme si elle venait gommer tes mémoires. Hein. D'accord. Mais elles sont encore là, elles existent encore. Oui, mais en fait, il vient les gommer, c'est-à-dire c'est comme s'il venait les pacifier un petit peu. Ah, d'accord. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois parce Oui. que, Mais du coup, c'est quand même une action positive sur les mémoires et sur la personne. ouais, voilà. Si tu veux, moi, quand j'ai commencé dans ce domaine-là, au début, je faisais comme tout le monde, je faisais monter à la lumière. Oui. Et, euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis après, petit à petit, il y a des événements qui m'ont amené à me poser des questions, hein, et je me suis aperçu qu'en fait, c'était souvent des fantômes intérieurs, en fait. C'est-à-dire que même si c'était extérieur, que je les voyais extérieurs, tu vois, c'est quand je faisais monter à la lumière, je libérais un poids chez la personne, tu vois. Mhm. Ça peut être Oui. un poids lié à la culpabilité. Et, euh, et, euh, et donc, oui, ça agit sur, puisque c'est un lien direct, quoi, si tu veux. Hein. C'est comme si, en fait, c'est quelque chose qui se matérialise à l'extérieur, Mhm. mais qui est en lien avec toi. Donc, si tu Avec moi. travailles ce Oui. qui est à l'extérieur, tu vas travailler quand même tes mémoires. C'est encore plus efficace, à mon sens, quand on arrive à faire conscientiser à la personne le lien. Mhm. Et Oui. ça marche. Disons que les mémoires, plus elles vont être proches de toi, tu vois, plus ça va être facile de les travailler par ce procédé-là, quoi. Parce que quand D'accord. c'est dans le très lointain, dans le noir, où là, c'est difficile d'avoir conscience de ce qui s'est passé, c'est pour ça que je dis souvent, bah, s'il a réussi au premier coup à te pacifier ces mémoires-là, c'est qu'il n'était pas mauvais, quoi, en fait, hein, je pense. Oui. Parce que c'est pas forcément évident de travailler ces mémoires-là. Il était peut-être lui-même, il avait peut-être lui-même vécu des choses comme ça. Et Peut-être, il avait oui. peut-être pacifié, il avait fait ce travail pour lui, et il avait la capacité de pacifier ces mémoires-là, quoi. Mais, euh, mais tu vois, dans les cas que je peux citer, je me souviens vraiment, c'était au début hein, que j'ai commencé. Hein. Et c'est à partir de aussi, assez rapidement, j'ai commencé à me poser des questions. Et au bout d'un moment, je suis parlé de fantôme intérieur, d'ailleurs. Et là, je vais chez une dame pour de la géobio et je vois un petit garçon à côté d'elle. Et je lui dis, mais vous avez un enfant? Il me dit non. Elle me dit, par contre, j'ai fait une fausse couche. Et j'ai dit, écoutez, bon, ben, j'ai le petit garçon que vous auriez dû avoir, il est là. Je vous laisse lui parler et pour le libérer. Voilà, parce qu'il reste accroché à vous. Et en fait,
la personne, donc j'ai laissé parler la personne, ce qu'elle avait à faire, et puis petit garçon, il est monté dans la lumière ou au ciel, comme tu veux, suivant ton paradigme de croyance. Et la personne m'a dit quelque temps après, mais ça m'a libéré d'un poids énorme, parce qu'elle avait fait une interruption volontaire de grossesse, et elle avait toujours regretté. Mhm. Ça l'a libéré d'un poids et ça a changé sa vie. Tu vois, Ah, et, euh, et, euh, et si tu veux, pour moi, aujourd'hui avec le recul, ce n'était que le lien qu'il y avait, qui se matérialisait, c'était sa culpabilité. Tu veux. Et j'ai d'autres exemples comme ça, en fait, où en fait, il y a une notion de culpabilité. En fait, tu viens mhm. à travers de faire monter le défunt au ciel ou dans la lumière, tu libères une certaine culpabilité ou tu vas libérer un lien, etc. Et la preuve que ce ne sont que des mémoires, c'est que c'est pas dit que comme ce sont des mémoires, si tu veux, qui seront toujours présentes, même si on les libère, elles seront toujours présentes, puisque quelque part, c'est des mémoires qui te construisent, donc elles sont dans ton champ d'information, donc elles seront toujours présentes. J'ai eu des cas de gens qui avaient fait 10 ans de psychanalyse ou qui avaient fait passer 5 ans à méditer au Tibet, et je leur sors la problématique qu'ils avaient voulu libérer avec une mesure l'anescope, ils me disent c'est pas possible. Ben non, si, c'est possible, elle est toujours là. Voilà. Mhm. La seule chose, c'est qu'elle doit avoir moins d'importance dans ta vie pour ne pas être un empêchement. Voilà. Donc, en fait, on n'efface jamais les mémoires, elles sont toujours présentes. Donc, je reviens à ça, c'est-à-dire ce que je voulais dire, c'est que si on faisait réellement monter les défunts dans la lumière, ils seraient là-haut définitivement. Alors Mhm. que je connais des tas de cas, et tu dois en connaître autour de toi, des gens où on a dit j'ai fait monter votre mère dans la lumière, et puis quelques mois après ou quelques années après, il retombe sur un thérapeute, il dit mais il y a toujours votre mère là. Ah ouais, Je ouais, pense j'ai connu ça aussi. lumière. Et voilà, mais après on trouvera toujours, si tu veux, et c'est là où je trouve que c'est dommage, c'est que beaucoup de personnes sont tellement dans leurs croyances figées qu'en fait, ils ne vont pas remettre en question leurs croyances. Ils vont toujours trouver de bonnes excuses pour dire qu'elle est toujours là, en fait. Tu vois? Bah oui. En fait, mais non, en fait, elle sera toujours là parce que s'il s'agit de ta mère, elle vit toujours à travers tes mémoires. Donc, Mhm. elle sera toujours présente. Et si tu extériorises toujours les choses, tu la verras toujours à l'extérieur de toi. Mhm. Là, j'en viens sur un point qui est important, que je pense qui est très important, c'est que euh, quand tu rencontres, moi je le vois hein, quand je fais de la géobiologie, hein, quand je rentre dans une maison, une personne qui n'a pas de croyance, ce que je raconte n'a pas la même forme que quand je suis dans une maison où quelqu'un a des croyances. C'est-à-dire que la réalité énergétique est plastique et elle s'adapte aux croyances, au paradigme de la personne. D'accord? Il y a une certaine plasticité, c'est-à-dire ça prend cette forme-là. Pour moi, la seule réalité, c'est une réalité vibratoire. La réalité vibratoire, c'est ce que j'appelle le champ d'information. Et le champ d'information, c'est quelque chose qui est dans l'espace, mais qui n'a pas de forme. On peut le ressentir, mais ça n'a pas de forme. C'est-à-dire que si tu rentres dans une maison où la personne n'a pas de croyance particulière, tu vas sentir des choses, mais ça ne prendra pas de forme extérieure. Mhm. Tu vas pouvoir dire exactement la même chose que si la personne avait une croyance et que ça prenait une forme extérieure. Donc, en général, quand je rentre dans une maison, je vois vite les croyances de la personne. Parce que si je vois que Mhm. c'est extériorisé, c'est une personne qui remet à l'extérieur. Voilà. Alors que, en fait, c'est vraiment, ça c'est important à comprendre, c'est que la forme des énergies s'adapte à la pensée de la personne. Ce qu'on pourrait, Consciente ou inconsciente, hein, je veux dire, oui, 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 oui. On pourrait dire que c'est un hologramme. Quand tu vois une forme, le petit garçon, la grand-mère, ça peut être l'hologramme de la pensée de la personne, en fait, puisque ça désigne une forme. C'est une projection on peut le dire comme ça, ouais. simplifiée. Moi, j'aime bien simplifier les choses. Alors après, C'est je ne sais ça. pas si tu as fini sur ce sujet, Oui, on peut passer à autre chose, oui. parce que là, j'ai une autre question et j'ai aussi un témoignage familial. On parle des reptiliens.
Alors, les reptiliens, c'est soi-disant, hein, parce que moi, je n'ai aucune certitude, des êtres d'une autre galaxie qui sont sur Terre et qui se mélangent aux hommes et qui se nourrissent de nos énergies. Euh, et je te donne un témoignage et après, tu me dis ce que tu en penses et ce que tu décris. Une fois, donc ma fille avait 14 ans à peu près et elle a fait une mononucléose. Ça commence comme une grosse angine et elle était arrivée au point où elle pouvait même plus avoir une goutte d'eau. Elle avait la gorge très serrée, elle pouvait plus manger. Donc j'appelle cet énergéticien qui était devenu un ami à force de parler. Et donc moi j'étais dans mon bureau à l'étage et ma fille était en bas en train de regarder la télévision. Et il me dit, je vois qu'elle a un reptilien qui lui enserre la gorge. Et donc il fait le travail, etc. Et puis il me dit, maintenant ça va aller. Et donc, ma fille, je lui avais pas parlé du travail qu'on était en train de faire. Et quand je descends, elle me dit, ah maman, ça y est, je vais mieux, j'arrive à boire. En fait, elle arrivait de nouveau à boire. Et dans les jours qui a suivi, elle a guéri. Et là, je me dis, elle était au courant que je consultais pour l'aider à guérir, mais elle n'avait pas les détails. Et j'ai trouvé que c'était tellement flagrant que c'était en quelques minutes. Je me disais, quelle est la réalité de ça? Parce que, est-ce que tu parles de mémoire? Est-ce que ça existe vraiment, les reptiliens? Comment le thérapeute a agi? J'aimerais avoir ton point de vue. Oui, alors quand tu m'avais formulé les questions par écrit, là tu m'avais parlé que Stéphane Cardino en parle. Oui, il en parle dans le livre Bioénergie. Hmm. Oui, c'est un bioénergie. Oui, Là, je veux faire, c'est pour dire aux gens voilà, beaucoup de gens s'arrêtent sur bioénergie, mais Stéphane a évolué, je veux dire, dans sa pensée. d'accord. Des choses que après il a pu remettre en question. Alors, Ok, il y a des vidéos, d'ailleurs, il en parle, hein. Il y a une vidéo où on le questionne sur une conférence en visio qu'il fait, et on le questionne sur les reptiliens, et il dit que maintenant, pour lui, les reptiliens, moi, c'est la continuité, ce que je te dis, ça appartient à la personne, quoi. Voilà. d'accord. Donc, le reptilien n'a d'existence que par la personne, si tu veux. Ok, Et donc, ça, c'est pour faire une mise en garde, c'est-à-dire que ne croyez jamais que ce qui est écrit dans les livres est figé dans le marbre. ok. D'accord. Euh, Surtout pour des gens comme Stéphane Cardino, où en fait il a évolué, il a écrit des choses et aujourd'hui, bon, certaines choses, il les remet en question parce qu'il voit les choses différemment. Voilà. Donc ne pas s'arrêter sur le livre bioénergie. D'accord. Alors ensuite, oui, alors le reptilien va se matérialiser soit par la pensée de façon consciente ou inconsciente du thérapeute, c'est-à-dire c'est dans son paradigme de croyance, d'accord? Soit ça va être aussi dans le paradigme de croyance de la personne qui consulte. Alors, D'accord. c'est ta fille, je ne sais pas quel âge elle avait, ta fille, quand tu as fait ça, 14 ans à peu près. 14 ans. Bon, à 14 ans, on commence à se forger ce que je disais, le système émotionnel et à s'émanciper de ses parents, mais on est encore très lié aux parents. Voilà. Hmm. Donc ça peut être aussi dans le système de croyance des parents. Le reptilien, en fait, après, il y a une conscience collective, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a mis dans la conscience collective du reptilien? Et là, Stéphane a participé aussi à l'élaboration de la conscience collective du reptilien. Avec Hmm. ce qu'il a écrit à l'époque, effectivement, le reptilien s'accrochait, à mon souvenir, souvent à la gorge. Donc, il faudrait Ah, vérifier dans ce livre Bioénergie. Donc, ouais. il a contribué à construire et à amplifier une certaine image du reptilien. Et donc ça, en fait, c'est le thérapeute est forcément influencé par tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a compris, tout ce qui est dans la conscience collective du reptilien et Mhm. une façon de voir pour lui, en fait, si tu veux. Mhm. D'accord? Alors, le reptilien, c'est très en lien avec des peurs. C'est si tu regardes, d'ailleurs Stéphane en parle, hein, quand tu lis bioénergie, il agit sur les peurs, etc. En fait, il entretient les peurs, le reptilien entretient les peurs, tu vois. Donc c'est très basé sur les peurs. Donc le reptilien, c'est une façon, et Stéphane le matérialisait comme ça, parce qu'à l'époque, il était dans une pensée duelle, c'est-à-dire quand il Mhm. bioénergie, il remettait à l'extérieur ce qu'il voyait, et il n'avait pas fait encore le lien qu'il a fait aujourd'hui avec avec l'unité, en fait, si tu veux.
que tout ça, c'est quand même lié à nous, c'est nous-mêmes, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de différence entre l'extérieur et nous, en fait, hein. Et le D'accord. reptilien est très lié aux peurs. Donc, en fait, c'est les peurs qu'on en entretient de façon consciente et inconsciente. C'est toutes nos peurs que l'on entretient. Et notamment des peurs qui sont liées à l'ancestral, qui vont très loin, liées au noir, tu vois. Donc, c'est ces peurs-là. Et en plus, c'est le reptilien. Il y a une notion dans le reptilien, dans le collectif, dans l'imaginaire, il y a une notion de manipulation, se Hmm. faire manipuler, tu vois. Donc, il y a une notion qu'on peut relier aussi à une pensée complotiste, tu vois. Hmm. Et le complot, dans les théories du complot, certaines théories du complot, tu vas dire c'est les extraterrestres, c'est les reptiliens qui nous envahissent, etc. Donc, tu vois que tout est lié, en fait. Donc, Ouais. il y a tout ça qui se retrouve lié lié à l'image du reptilien. Donc, après, il a dû. Alors, moi, si tu veux, ça m'est arrivé déjà, hein, même quand j'étais commencé à rentrer dans cette pensée-là, en fait, ou savoir que le reptilien, c'était nous, en fait, si tu veux, c'était nous-mêmes, nous-mêmes, et de trouver des gens où, quand je regardais le problème, je voyais un reptilien accroché. Ok. Et si je voyais le reptilien accroché, c'est que pour eux, les reptiliens existaient. C'était D'accord. pensé, si tu veux. Et je savais très bien que c'est des gens, je ne pouvais pas amener du jour au lendemain, à un claquement de doigts, à prendre conscience que c'était leur propre peur. Hmm. Les reptiliens étaient leur propre peur. Donc, j'ai tué le reptilien, si tu veux, D'accord. découpé, tué le reptilien, voilà. Et en fait, ça a amélioré leur situation. Oui. Hmm. Mais si tu veux, au point où ils en étaient à ce moment-là, ils n'auraient pas pu accepter que je leur dise que le reptilien, c'était eux, quoi, en fait. Donc j'ai joué le jeu. Oui. Joué le jeu. Comme ça peut m'arriver, on parlait des défunts tout à l'heure, d'avoir certaines personnes qui viennent me voir et qui me demandent une communication avec les défunts, tu Ah vois. oui. Et voilà. Donc là, je vais jouer le jeu parce que je sais que c'est pas le moment de leur Hmm. expliquer que en fait, ça ne fait écho qu'à leur propre mémoire. Hmm. Je joue le jeu. S'il y a des messages à transmettre, je les transmets du défunt. À ce moment-là, je me place dans une grille d'interprétation extérieure et je fais comme si la mémoire leur parlait, si tu veux, Hmm. hein. Et je les aide à libérer, soit ça peut être un lien, une culpabilité, quelque chose, parce que souvent, en fait, le défunt est à côté de toi parce que tu le maintiens à travers Hmm. ton histoire, tu vois. Donc, en fait, je joue le jeu et je les libère, tu vois. D'accord. Je libère Ah, je cette... comprends ce que tu veux dire, oui. Mais du coup, Je euh, je le fais monter à la lumière parce que pour eux, c'est le vocabulaire qu'il faut que j'utilise. hmm. Ça les rassure et ça les aide, quoi. Voilà. Oui. Mais De toute façon, le résultat est là, c'est le principal. le résultat est là. Si la personne n'a pas encore la conscience assez ouverte pour pouvoir écouter, entendre ce que tu dis, tu as raison, il vaut mieux aller dans ce sens et avoir un résultat positif. Mais du coup, je me questionne maintenant, alors maintenant, parce que moi aussi, je suis en train de changer complètement mes idées, hein, depuis quelque temps déjà, depuis plus d'un an, et je me dis, mais maintenant, quand on meurt, l'âme, enfin ce qu'on appelle l'âme, ou l'énergie de la personne qui décède, euh, si on sait que les archanges, les anges, tout ça, ça n'existe pas, que c'est des créations énergétiques, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as une réponse à donner à ça? Parce que on vient plus sur Terre, puisqu'on n'est plus là, hein, donc les défunts, tout ça, c'est que nos mémoires. Alors qu'est-ce qui se passe? On peut... Enfin voilà, je me pose la question. Alors oui, moi je ne crois pas à la vie après la mort. Je D'accord? ne crois pas à la réincarnation. Je ne crois pas aux vies intérieures. On est, tout ce que l'on vit est enregistré dans le champ quantique, c'est-à-dire au-delà de l'harmonique 1, tout notre vécu est enregistré. Et après, une fois qu'on est décédé, l'information va continuer à exister à travers les gens qu'on aura eu en lien direct, hein. Donc moi, j'ai une fille, à travers ma fille, j'ai continué à exister, tu vois. Mhm.
dans son paradigme, ce sera peut-être dans une version extérieure ou même à travers bah, son vécu, son éducation, parce que je l'ai éduquée, et elle va réagir par rapport à l'éducation que j'ai donnée, donc j'ai continué à vivre pour elle à travers ses mémoires. Donc ça va être pour les gens qu'on a un lien direct, ou qu'on a connus, Mhm. des gens qu'on a croisés aussi, avec qui on a eu un lien important, donc on peut continuer à exister à travers eux aussi, hein. Et il y a toute une partie, en fait, c'est en même temps, ça reste très présent dans, pour pour les personnes-là, un lien direct. Et après, notre information est reversée dans un pot commun. Et dans ce pot commun, si tu veux, ça va permettre de reconstruire, euh, ça permet de faire évoluer l'espèce, l'évolution de l'espèce. Je veux dire, la théorie de l'évolution, c'est ça en fait, hein. C'est tout ce que les gens ont vécu. Et en fait, ça fait évoluer l'espèce. Donc tout ce qu'on a vécu fait évoluer l'espèce. Et, euh, et c'est comme si on avait des brides de nous, en fait, de nous-mêmes, qui permettaient à reconstruire en fait la suite. Donc quelque part, en fait, si tu veux, on peut dire qu'on va continuer à exister à travers ses descendants directs, Mhm. mais qu'on va continuer à exister à travers l'espèce, à travers l'évolution, si tu veux. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dirais que je ne crois pas à la théorie de la réincarnation, de la vie après la mort telle qu'elle, mais je peux comprendre des traditions qui, dans lesquelles c'est inscrit, si tu veux. Parce que pour Ouais. moi, c'est pas faux. C'est-à-dire que le fait de dire que dans notre vie, on a eu des vies intérieures, oui, à travers tous les morceaux qu'on a reçus pour nous construire aujourd'hui, à notre naissance. D'accord. On a eu des vies intérieures, si tu veux. Tu vois? La vie après la mort, d'un regard extérieur, ça va continuer à exister, tu vois, à travers nos descendants, enfin, à travers ce qu'on a vécu, nos liens directs, quoi, c'est-à-dire à travers nos enfants, nos petits-enfants, les gens qu'on a connus. Voilà. Donc, je ne crois pas à une forme de conscience dans tout cela. C'est-à-dire que pour moi, le défunt n'a pas de conscience. Le défunt existe par la conscience de la personne qui est vivante. Mhm. Et c'est la conscience de la personne qui est vivante qui anime le défunt. Tu vois. Donc, voilà. Il y a un moment, si tu veux, dans mon évolution et dans le chemin de compréhension de tout ça, où j'ai eu une certaine réactivité. Et dans la réactivité que je pouvais avoir, c'est que je bannissais tout ce qui était théorie, c'est-à-dire tradition qui pouvait inclure ces choses-là. Et je me souviens d'ailleurs de certaines personnes où ça leur faisait un choc parce que je leur disais que la vie après la mort, ça n'existait pas. Et quand Mhm. tu dis ça pour quelqu'un qui s'est construit là-dessus, ça fait un choc, tu vois. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus modéré, c'est-à-dire que j'accepte d'entendre des choses. Je ne vais pas forcer les gens à aller dans ce que je peux avancer, mais en même temps, ça me permet de comprendre les traditions qui vont s'appuyer là-dessus. C'est-à-dire que je dis, c'est dans leur façon de voir, c'est une façon de voir et c'est pas entièrement faux. Tu vois, je suis d'accord, si tu veux. Ouais. Même si peut-être que eux, ils le poussent dans une extrême en le mettant vraiment en extérieur, c'est-à-dire dans la Mhm. vision duelle, tu vois. Mais je me dis, et je trouve que dans ce sens-là, si tu veux, la vision que j'ai développée, ma vision à moi, et je dis, elle est unitaire et transverse. Mhm. Unitaire parce qu'on ne remet rien à l'extérieur, en fait. On est tout. D'ailleurs, on est tout. La seule chose qui nous sépare dans une relation comme ici, ensemble, si tu veux, c'est notre corps physique et notre libre arbitre, notre mental. Tu vois, si tu veux. Mais le point précis où là on se rejoint dans cette visio, c'est-à-dire qu'on fait un, c'est-à-dire qu'en fait, si je te mesurais toi et moi, dans le présent, on a la même information, des informations qui vont être très très proches. Voilà.
Le futur immédiat, ça va être à peu près pareil. Et puis après, ça se sépare. C'est-à-dire, toi, tu Mhm. vas faire ton chemin, moi, je vais faire mon chemin. Voilà. Mais dans le présent, en fait, on fait quand même un, tu veux. D'accord. Mais avec l'invisible, en fait, il n'y a pas du tout de séparation parce que l'invisible, c'est vraiment nous, Mhm. dans toutes les temporalités, c'est-à-dire dans le présent et dans le futur et dans le passé. Donc, en fait, c'est vraiment, avec l'invisible, il n'y a pas de séparation, c'est nous. Et la seule conscience qui anime l'invisible, c'est nous-mêmes. Donc, je te disais, ça, c'est la vision unitaire. Et la vision transverse, je dis que c'est une vision unitaire et transverse parce que la vision transverse, c'est que ça donne un regard, en même temps, ça te donne un regard extérieur qui te permet de comprendre les traditions. Mhm. Voilà. Et c'est dans ce sens que je dis c'est transverse, c'est-à-dire que en ayant avancé dans cette compréhension et dans cette vision, aujourd'hui, j'arrive à bien mieux comprendre et à voir les liens entre les traditions. Tu vois? Ok. Voilà. Et du coup, en fait, parce que nous, quand on parle de réincarnation, en fait, c'est une conscience qui reste de vie en vie. Mais là, toi, tu parles que, en fait, on n'a pas vraiment de conscience personnelle propre. C'est une conscience qui repart dans les mémoires, en fait. Ouais. Pour moi, il n'y a que nous, en fait. La conscience n'existe pas en dehors de nous. Ok. Mais tous ces gens qui font des hypnoses régressives ésotériques et qui, soi-disant, contactent les consciences ou l'âme, enfin, ils vont contacter quoi, en fait, en hypnose, du coup, si elle n'existe pas? Alors, euh, Hum, ils vont contacter, en fait, ils vont lire le champ d'information, mais ils lisent, c'est toujours pareil, c'est-à-dire ils lisent ce qui est porteur, la personne, tu vois, ou ils vont aider à la personne à lire, parce que l'hypnose, c'est plutôt la personne qui va lire elle-même son champ d'information. Si c'est bien fait, hein, si c'est bien fait, si ça t'amène dans cet espace de lecture de ton champ d'information, c'est-à-dire que je dis si c'est bien fait parce que je me méfie toujours où on peut rester à l'étage de la tête et de l'imaginaire, du mental, c'est-à-dire imaginer des choses. Voilà. Mais en général, quand on imagine des choses, ça se voit assez bien parce que ça, c'est, ça racontera des histoires en général, c'est très lié au mental, très structuré. Enfin bon, on arrive à percevoir quand c'est vraiment une lecture, quand ça ne bouge pas de la tête. Voilà. Donc, d'accord. si la personne, à travers l'hypnose, arrive à t'amener dans la lecture de ton champ d'information, après, c'est qu'une question de grille de lecture, hein. Tu vois, c'est que qu'une orientation de ta lecture que va quelque part te donner. Après, il y a une affinité. Si tu vas voir un thérapeute, c'est en général que le thérapeute te parle. Donc, Hum, c'est qu'en fait, il va être assez proche de tes croyances ou de ton ouais, paradigme. Donc, en fait, il va t'amener dans ce paradigme-là, dans la lecture de ton champ d'information, dans ce paradigme-là. Et s'il a une vision duelle et que son truc à lui, c'est de lire les mémoires karmiques, il va t'amener dans l'espace de lire ses mémoires. Mais il pourrait très bien t'amener dans un espace où il t'amènerait à lire le même champ d'information par rapport à ton vécu ou par rapport à tes mémoires factuelles, c'est-à-dire des mémoires vérifiables, c'est-à-dire les mémoires liées à l'enfance ou des mémoires liées à tes parents, tu vois, de faire les liens. Voilà. Mais ça serait le même champ d'information, mais c'est qu'une grille ou orientation de lecture du champ d'information. C'est exactement ce que je disais pour les mémoires. On peut raconter une histoire qui qui est totalement invérifiable, d'accord? Ou raconter des histoires qui sont totalement vérifiables, c'est-à-dire le vécu de la personne ou les mémoires de la personne. mhm, Moi, j'essaye, quand je fais des bilans avec les personnes, de m'orienter toujours dans le factuel, c'est-à-dire ce qui est vérifiable. Donc ça, parce que pour moi, c'est ce qui permet de, allez, je cherche le mot, d'être plus près, d'être dans le factuel, c'est-à-dire dans le concret. Voilà, dans le mhm, concret. Voilà. Et si on s'éloigne trop du concret, après, on va pas, on ne sait pas la limite qu'il peut y avoir entre l'imaginaire et, et parfois, alors, soit c'est parce qu'on descend très loin dans les mémoires ancestrales. Ça m'arrive des fois, hein, ça m'est arrivé sur des bilans, de descendre très loin dans les mémoires ancestrales et de raconter une histoire. mhm, D'accord? Invérifiable. Mais à ce moment-là, je sens que l'histoire que je raconte a une grande résonance avec la personne. Donc là, tu pourras parler.
d'un lien avec un ancêtre très fort ou d'une mémoire, on va dire, d'une autre vie. De toute façon, ce n'est pas vérifiable. Et à Ouais. ce moment-là, ce que je dis, c'est qu'on regarde toujours cette histoire qu'on leur raconte, quel, quel, quel sens elle donne à votre vécu aujourd'hui. Mhm. Quel sens elle donne avec votre vécu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de faire le lien entre cette histoire qui n'est pas vérifiable et qu'est-ce qu'elle te raconte aujourd'hui. Tu vois? Ouais. Si ce lien n'est pas fait, ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne Mhm. sert à rien. Il faut revenir dans le factuel. Donc, ça peut être fait en faisant ça. Donc, moi, en général, quand je raconte des histoires comme ça qui ne sont pas vérifiables, je dis maintenant, qu'est-ce que ça raconte pour vous dans votre vie aujourd'hui, cette histoire. Voilà. Après, il y a d'autres fois où je me suis amusé parce que là, c'était plus un amusement et où je parle, je raconte ce qui se passe dans la vie de la personne, je raconte l'histoire de sa mère. Et puis, tout d'un coup, je dis, bon, maintenant, je vais vous raconter sous la forme d'une vie antérieure. Et je raconte une histoire d'une vie antérieure, comme ça, qui me... Et la personne, c'était assez marrant, j'avais fait ça sur un salon, et la personne m'a dit, ah, c'est exactement ce que j'avais vu quand j'avais fait une hypnose régressive sur les vies antérieures. J'avais raconté la même histoire, mais j'ai dit, regardez, l'histoire que je vous raconte, c'était une histoire de sorcière qui s'était fait bannir de son village. En fait, j'ai dit, si vous regardez avec votre histoire, votre vécu personnel, où vous vous retrouvez à l'écart un peu comme une extraterrestre dans la vie, dans la société, donc c'est pareil, et votre mère qui a été bannie entre guillemets, de sa famille, donc elle a été obligée de s'exiler, de changer de pays, tu vois. Donc en fait, Mhm. les trois histoires, on voyait très bien que c'était la même trajectoire, avait le même sens, tu vois. Donc c'est tout à fait, c'est tout à fait, c'est tout à fait lié, quoi. Donc En oui. fait, tout ça, ça ne parle que de nous au présent. Même si on dit que ce sont des vies antérieures, de l'hypnose ou je ne sais quoi, tout nous parle que de nous au présent, en fait. Et moi, à mon sens, pour que ça prenne vraiment du sens et aider vraiment à la prise de conscience, il faut toujours ramener à la personne. Et du coup, j'en reviens du coup aux annales akashiques, je rebondis là-dessus. Tous ces thérapeutes qui vont soi-disant dans les annales akashiques, est-ce que ce lieu existe et qu'est-ce qu'on peut en retirer quand on nous dit, ben voilà, je sais pas, moi, j'ai déjà fait des lectures akashiques, ça m'a jamais trop parlé, mais, mais je me dis, on dit que c'est la grande bibliothèque de nos mémoires, de nos vies, enfin, de notre âme, j'en sais rien. C'est quoi ton point de vue là-dessus alors? Alors, moi, mon point de vue, si tu veux, c'est que c'est un effet de mode. C'est déjà un Ouais. effet de mode. Donc, des formations mémoire, lecture mémoire akashique, il y en a, il y en a énormément. Oui. Pour moi, les mémoires akashiques, c'est le champ quantique. Donc, ça, c'est au-delà de l'harmonique 1. Et comme je t'ai dit, pour monter au-delà de l'harmonique 1, il faut déjà avoir certaines capacités. Tu vois, c'est Mhm. donc Ouais. c'est très peu de personnes y arrivent. Tu vois, dans le concret, c'est-à-dire à avoir faire ces liens indirects et à voir au plus loin, si tu veux. Mhm. Après, voilà, donc je ne crois pas, si tu n'as pas la capacité cette capacité naturelle, même si ça se travaille, que dans une formation d'un week-end ou de 3 jours, tu sois capable d'accéder à ce champ quantique, c'est-à-dire Mhm. champ akashique, si tu veux, pour utiliser le mot akashique. Euh, donc, au mieux, ça va être des capacités médiumniques. La Mhm. capacité de médium, c'est le cuivre, c'est le plan causal. Là, c'est un accès beaucoup plus facile parce que c'est déjà moins haut en fréquence. Voilà, c'est les premières fréquences au-dessus de la tête, on doit être à peu près à 50 centimètres au-dessus de la tête. Donc, c'est beaucoup plus facile. Ou alors, malheureusement, après, c'est des formations très mentales. Mhm. Les formations très mentales, en général, ça va raconter de belles histoires, bien structurées, etc. Donc, ça n'a aucun, à ce moment-là, aucun intérêt. Aucun Intérêt. intérêt. Pour finir en répondre à ta question, pour moi, c'est juste l'accès à un champ d'information. Donc, après, de parler d'accès, de la bibliothèque, hein, de Mhm. parler des gardiens Oui. de la CACHA. Tout ça, c'est qu'une façon de formater un protocole d'accès, si tu veux. Mhm. D'accord? Mais on peut très bien
accéder à ce champ quantique ou à ce champ akashique qui permet de faire des liens plus lointains dans l'espace et dans le temps, sans avoir besoin de tout ce protocole-là, quoi, en fait, hein. Mm. Voilà. Et Ouais. c'est un peu, c'est des rituels, quoi, en fait, hein. Voilà, Oui, ouais, ouais. si tu veux. Après, pour moi, il y a pas, si tu veux, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, quand on a la capacité de lire un champ d'information, que ce soit par son ressenti ou que ce soit par la médiumnité, il n'y a pas de différence entre faire de la communication animalière avec un animal, Ah oui. la lecture de mémoire de lieu, de la communication avec un défunt ou de la communication ou de la lecture, je sais pas, des mémoires d'une personne, tu vois, ou Mm. des traumas d'une personne. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de méthode différente. C'est juste des grilles différentes d'interprétation. Ouais. C'est la même façon de lire, c'est des points de vue différents, des grilles d'interprétation différentes. Ok. Euh, Il y a pas, une fois qu'on a été formé à la lecture sous cette forme-là, on peut tout lire, hein. Moi, je disais à mes stagiaires, voilà, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez tout lire. Et c'est très marrant parce que c'était hier ou avant-hier, un stagiaire qui a fait la formation qui est venu se former avec moi. Il est apiculteur Ah, et il lit les ruches, les ah abeilles. ouais. Oh, c'est marrant ça. Il n'y a pas il y a pas de différence. Une fois qu'on a compris, en fait, on peut tout lire, hein. Ah Voilà. ouais, c'est chouette. Tu peux te placer dans un registre des ressentis par rapport à la ruche, mais si tu connais la psychologie des abeilles, tu pourrais très bien faire une interprétation avec la psychologie des abeilles, quoi. C'est pareil. Mm. Voilà. Mm. Souvent, les gens me disent ouais, ton truc, c'est bien beau, là, ta théorie, mais tu vois pas toutes les réalités. Bah, la réalité, elle est unique de toute façon. C'est le champ d'information, c'est la réalité vibratoire. Après, tout le reste, c'est une question d'interprétation, Mm. de grille de lecture. Il est sûr que dans les manoscopes, Stéphane Cardino n'a pas pu faire une grille de lecture suivant les croyances de tout le monde. Mm. Mais quand la personne me dit tu ne lis pas toutes les réalités, oui, je ne lis pas peut-être ta réalité. Mais si on Mm. entrait dans ta tête, qu'on arrivait à faire une grille de lecture exactement avec ta façon de voir les choses, ta pensée, tes mots, on lirait exactement avec ta grille de lecture, on lirait exactement avec ta réalité, si tu veux. Mm. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, on en vient aux élémentaires, aux êtres élémentaires. Oui, Euh, Tu disais que en fait, c'était aussi, comment tu avais dit ça? Esprit de la nature. Qu'est-ce que... Oui, tu avais dit c'était, ils étaient là avec les points particuliers qui leur donnent naissance. J'ai pas oui, trop compris en fait ce que tu oui. décris. Pour Tu as moi, besoin de plus d'explications. je préfère dire élémentaire parce que c'est très lié aux éléments. D'accord. Donc les éléments, c'est quoi? C'est la terre, c'est les plantes, c'est la faune, etc. Tout ça. Oui, c'est la terre, les éléments, la géologie aussi, hein. Hmm. Voilà. Les énergies telluriques. Oui, la géologie. Et donc, c'est très lié si tu as à la qualité de la terre, aux rochers, aux plantes. Voilà. Et c'est qu'une question de formater, si tu veux, cette réalité vibratoire que tu vas ressentir sous la forme de quelque chose qui est extérieur à toi, quoi, si tu veux. Et très souvent, ça peut être aidé par les ondes de forme, c'est-à-dire la forme, c'est-à-dire que, par exemple, tu vas voir souvent des êtres élémentaires sur un rocher. Mhm. Et quelque part, c'est l'onde de forme qui va donner une forme énergétique. Là, on est vraiment dans une forme énergétique. Et dans cette forme énergétique, tu vas y rentrer le champ d'information de ton ressenti global, si tu veux, Hmm. de- du lieu. Et ça va te donner quelque chose qui est... tu vas relier tout ça. Alors, c'est toujours par rapport à ta grille de croyance. C'est-à-dire que tu vas faire coller ton ressenti avec l'image qui correspond le mieux dans ton système, dans ton paradigme et dans ton système de croyance. D'accord? Donc, et après, c'est une question d'affinité aussi, hein. C'est-à-dire que plus tu vas avoir de résonance,
plus la vision va être intense. Mhm. Voilà. Alors, j'exclus dans tout ça tout ce qui est dans le monde imaginaire. Alors, ça porte un nom, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est-à-dire voir, par exemple, dans les formes des arbres, des troncs d'arbres, Ah oui. tu vois, de Des voir visages ou des ouais. visages. Ça, c'est totalement imaginaire, c'est totalement mentalisé. Mais je parle après vraiment plus quelque chose qui colle au ressenti. Voilà. Donc, ça va te donner une image. Et, Un elfe, un lutin ou des choses comme ça. ouais. Si tu vas sentir plus tellurique que toi, parce que c'est plus tellurique et plus masculin, tu vas te dire c'est un nain, par exemple, tu vois. Mhm. Et tu vas sentir que à partir des émotions que ça va réveiller, ça va donner la psychologie du nain, si tu veux, quoi. Si Mm. ça t'amène en joie, tu vas voir un nain joyeux. Si ça te met, je sais pas, s'il y a quelque chose dans l'énergie qui te dérange, tu vas voir un nain plutôt bougon, quoi, tu vois. Mm. Donc, c'est très lié à ça, quoi. En fait, tu ne fais que mettre en image ton ressenti, en fait, l'information vibratoire L'information vibratoire du lieu, en fait. du lieu. Ouais. Et Et puis, parfois, je te dis, il peut y avoir des notions d'onde de forme qui peuvent aider à matérialiser la chose, si tu veux. Tu vois, qui vont donner des formes. Mais et tu disais que dans ton livre, tu dis que des fois, tu avais des informations tu as eu des informations par des êtres élémentaires. eh Mais oui, parce que ça parle de toi, en fait. quel type, par exemple, tu as un exemple, quel type d'informations tu as pu recevoir dans ce lieu? Après, ça peut être des informations très personnelles, hein, Ah, parce d'accord. que c'est qu'une question de résonance. Donc, si dans les grilles de lecture, tu peux leur ramener à quelque chose qui est totalement extérieur à toi ou te le ramener à toi, ou tu peux être dans un entre-deux. C'est-à-dire dire à la personne, c'est l'être élémentaire qui me dit une information, tu vois. Mais en fait, il ne fait, c'est que toi. Donc, en fait, Hmm. il te lit toi à travers l'être élémentaire. Oui, oui, j'ai eu des moments. Je me suis beaucoup amusé avec ça, hein, et même encore, hein, c'est pas. Je veux dire, le fait d'être dans une vision, dans ma vision actuelle, ne m'empêche pas de vivre des belles choses avec ce genre d'être élémentaire, hein. Je peux me Ouais. placer dans ce cas-là. Mais quand je le vois extérieurement, alors c'est souvent lié à un point particulier. C'est-à-dire, tu vas dans un lieu naturel où il y a des rochers. Puis il y a un point particulier, tu ne sais pas pourquoi, et pour moi c'est assez lié à l'onde de forme aussi, où il y a quelque chose, tu sens une énergie qui résonne particulièrement en toi. Et à ce moment-là, tu vas avoir un ressenti, et ce ressenti va t'amener une image. Voilà. À une époque, je disais, moi, certains c'était les nains. Mhm. Stéphane Cardino, si tu as lu les livres, il parle beaucoup de nains. Donc lui, son Oui. affinité c'était les nains. Moi, mon affinité c'était les fées. Ah, oui. Je voyais beaucoup de fées. Et, mais des fois, j'ai eu des trucs, ça m'a mis. Il y avait une résonance qui était tellement forte que ça me mettait dans un état de transe. C'est-à-dire que là, c'est comme si l'être élémentaire que tu vois extérieur pénètre en toi. L'état de transe, c'est l'état de résonance parfait, en fait. Tu as l'impression que ce champ d'information pénètre en toi et tu deviens, en fait, ça ne fait que t'amplifier toi-même, en fait. Le Hmm. champ d'information, c'est la résonance. Et c'est presque comme si ta conscience basculer, ça te fait passer un état de conscience modifié. Et c'est comme si tu maîtrisais plus, en fait, tu vois. Et moi, Hmm. ça m'était arrivé effectivement sur des choses comme ça, en fait, où vraiment, ça me faisait passer dans cet état de transe, état de conscience modifié d'un coup, mais vraiment d'un coup. Et en fait, à haute voix, je disais le message que me transmettait, que je pouvais voir extérieurement, que c'est comme si la fée parlait à moi, mais la fée, c'est moi de toute façon. Mais en fait, le message que me transmettait la fée, ou la résonance qui ressortait de moi, en fait, était tellement forte que je me mettais à la dire à haute voix, quoi. Voilà. D'accord. Et ça parlait de toi ou ça parlait du lieu? Parce que des fois, Ça parlait, j'ai entendu, ça parlait de moi. ça parlait toujours de toi. Ça, c'est toujours une grille de lecture, hein, c'est un positionnement de lecture, hein. Hmm. Bon, j'aurais pu me positionner autrement, mais moi, ça me parlait de moi. D'accord, Ça ok. peut être assez gênant parce que quand c'est toi très personnel, que tu es avec du monde, voilà, ouais, c'est des choses qui peuvent être très personnelles, quoi, tu vois. Oui, 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 Et, tout à fait. c'est plus fort que moi, ça sortait, quoi. Hmm.
Voilà. Mais oui, tu pourrais. C'est comme ce qu'on appelle les gardiens des lieux aussi. Le gardien des lieux, Oui. pour moi, ce n'est qu'une émanation de notre intuition à Mm, l'extérieur de nous-mêmes. On remet notre intuition à l'extérieur de nous-mêmes. mm, Pendant très longtemps, j'ai enseigné et pratiqué la géobiologie avec les gardiens des lieux. Donc, mhm. le gardien des lieux me guidait dans une expertise géobio. Et je découvrais toujours des choses extraordinaires, vérifiables avec des appareils de mesure, par exemple sur les champs électromagnétiques, que j'aurais même pas pensé à vérifier en temps normal, quoi. Jusqu'au jour où j'ai compris que le gardien du lieu, c'était que mon intuition, que je remettais à l'extérieur, en fait. Mm. Parce que je me faisais peut-être pas assez confiance. Et un jour, j'ai décidé de plus faire appel au gardien du lieu et d'écouter mon intuition. Et finalement, en écoutant mon intuition, ça marchait aussi bien. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, le gardien du lieu, c'est vraiment la matérialisation de l'intuition. Mais des fois, quand je vais dans des lieux, je m'amuse. C'est-à-dire que je me dis, tiens, tu vas appeler le gardien du lieu. Et tu appelles le gardien du lieu, tu demandes au gardien du lieu de te guider à un endroit intéressant sur le lieu, par rapport à la géologie, par exemple. Et le gardien du lieu. Mais j'aurais pu faire confiance à mon intuition ou regarder directement avec ma clairvoyance et trouver le lieu. Mais là, Mm. j'ai juste joué le jeu en me disant, bah, cette fois-ci, je fais appel au gardien du lieu. Voilà. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que c'est partageable. Et ça, j'en reviens à une des premières questions que tu as appelées. Pourquoi on le voit à plusieurs? Parce que c'est partageable. C'est-à-dire que quand j'enseignais la géobiologie avec les gardiens de lieu, c'était totalement partageable. J'ai formé beaucoup de géobiologues qui travaillent encore de cette façon-là. D'accord? C'était totalement partageable. Le moment où j'ai dit je n'y crois plus, la dernière formation que j'ai faite avec les derniers stagiaires, ça ne marchait pas. Aucun élève n'était capable de suivre le gardien du lieu. Je n'étais plus dans ce paradigme-là, je ne pouvais plus transmettre ce paradigme-là, donc ça ne marchait plus. Donc c'est partageable. Parce que je n'y croyais plus, je ne pouvais plus le partager. D'accord. Me suis amusé comme ça sur des lieux plus tard, hein, quand j'étais sorti de cette pensée-là, où j'avais dit, où j'étais allé sur un lieu, j'avais dit, tiens, tu fais appel au gardien du lieu, on va s'amuser, on va faire appel au gardien du lieu. Donc le gardien du lieu. Et j'y étais revenu avec des élèves, et le gardien du lieu, je l'avais totalement partagé avec mes élèves, hein, et ça avait marché. Donc c'est Mm. totalement partageable. Voilà. C'est que tu D'accord. donnes, entre guillemets, vie à une chose extérieure. Et c'est parti. Mm. D'accord. Ok. Donc, dans le cas que tu me disais sur ta toute première question, soit c'est des résonances communes, ce qui peut être le cas, parce que les groupes ne se forment jamais par hasard. Mhm. Ça se forme aussi des groupes par résonance, donc il y a des résonances communes. Donc, si vous voyez la même entité sur un lieu, c'est que ça peut être commun, soit c'est un partage. Voilà. D'accord. Et le partage se fait de façon. Parce que moi, quand j'ai formé les gens dans la géobiologie et les gardiens de lieux, je n'étais pas du tout conscient de ça, hein. C'était Ouais. totalement inconscient pour moi. Donc, je le partageais, hein. Donc, c'est Ah ouais. Ouais, je comprends. de façon consciente ou inconsciente. Ok. Est-ce que j'ai encore une question? Tu as déjà bien répondu, hein. Euh, Ouais. oui, non, c'était toujours par rapport au gardien des lieux. J'avais dit pourquoi notre être intérieur peut intervenir en tant que gardien des lieux. C'est parce que c'est une croyance ou, comme toi, consciemment, tu le fais venir, quoi. Ouais, voilà. C'est juste une matérialisation de passer en vision duelle. Tu Hmm. passes de la vision unitaire, en fait, où c'est toi, et à une vision duelle. Donc, tu le matérialises à l'extérieur. Hmm. Alors, j'ai marqué que sur le dessin, page 38, j'ai pas compris. Alors, attends, je vais regarder ce que c'était. Ah, alors, je sais pas si tu vas voir. Euh, je sais pas si tu le vois. Attends. C'était par rapport au lieu. Alors, c'est par rapport, oui, juste avant les êtres élémentaires, tu fais voir un point énergétique luisant lié au point de convergence des ondes de forme et à un cupule. Enfin, j'ai pas compris ton dessin, en fait. Oui, en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, le rocher et la cupule va produire une onde de forme, Oui, plutôt une forme ovoïde, oui, avec un point de concentration des énergies. Souvent, ce point de concentration, on disait, c'est le chakra spirituel de l'élémentaire. C'est un point de concentration de l'énergie, en fait. Et c'est à partir de ce point qui concentre, en fait, les ondes de forme ont cette capacité quand même à concentrer l'information, si tu veux. mhm, En fait, tu vas avoir tendance à voir ce point avec plus d'informations.
voir une concentration d'informations dans ce point-là. Et c'est à partir de ce point-là, en fait, ça donne une forme ovoïde. Et en général, dans cette forme ovoïde, à partir de ton ressenti, tu vas construire une image que tu vas voir par médiumnité ou animée par médiumnité, en fait, d'une femme. Moi, je te dis, c'était mon affinité, c'était quand même les filles. Je voyais Oui. beaucoup de féminins. Des fois, c'était. Alors, des fois, je ne voyais que le tronc, tu Ah vois. oui. Parce que les informations dans le bas du corps, il n'y avait pas trop d'informations. Donc, ce qui était défini, c'était vraiment le tronc. Et Mhm. souvent, les couleurs qui correspondent à la façon, aux habits aux habits, aux couleurs des habits Oui. de l'élémentaire ou de l'élément extérieur que tu vois, c'est très lié aux couleurs vibratoires. D'accord. Aux couleurs des chakras, tu veux dire, ou aux couleurs de l'aura. Couleurs vibratoires, les chakras, qui sont liés avec les chakras. Tu vois, Ok. très souvent, on parle des, des, les fées sont les gardiennes des sources. Alors, il est vrai que l'élément eau, c'est plutôt lié au turquoise. Et le turquoise, c'est en harmonique 1, c'est plutôt le féminin. Donc, ça paraît assez logique qu'on voit plutôt, qu'on sente plutôt du féminin quand on s'approche d'une source. Donc, on matérialise Mhm. plutôt par une fée, quelque chose qui va être plutôt féminin. Et après, il y a toute l'énergie de la source. Donc, souvent, il y a du turquoise dedans, mais pas que, parce qu'il peut y avoir de la roche qui va être très dans le rouge, le chakra racine, qui a Mhm. une sensation importante au niveau du chakra racine ou au niveau des cuisses. On va être sur le bordeaux. Et à ce moment-là, tu vas retrouver ces couleurs dominantes dans la tenue vestimentaire de l'être élémentaire. Ah. Voilà. Et j'ai retrouvé la même chose, si tu veux. Là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sites où il y avait dans un vide-grenier, j'ai trouvé un livre sur les lieux de pèlerinage à Notre-Dame dans le Tarn. Et du coup, j'ai passé quasiment tout, enfin, j'ai fait tous les lieux de pèlerinage du Tarn. Bon, maintenant, il n'y a plus de pèlerinage du tout, mais Oui. il y avait pèlerinage. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas une seule Marie. En fait, c'est les couleurs vibratoires de Marie. Tu n'as pas le même ressenti du féminin que tu sens dans le lieu, suivant les lieux, en fait. Et pour moi, D'accord. c'est vraiment très lié à des lieux de culte païens qui ont été catholisés, qui ont été christianisés. Mhm. Et en fait, ils ont collé l'image de Marie parce qu'il fallait coller l'image d'un féminin. Oui. Mais tu vois, j'avais des lieux où je voyais des féminins dans l'orange. Et c'était des lieux qui travaillaient sur les mémoires de l'enfance. Tu vois, et je sentais toujours cette douceur. C'est le côté féminin, on va sentir cette douceur et cette énergie qui était plutôt dans le bas-ventre, tu vois. Mais D'accord. je n'ai trouvé aucun lieu de pèlerinage à la Vierge dans le Tarn qui avait la même énergie, Mm. qui avait purement l'image de l'énergie mariale, qu'on va dire, qui est dans l'archétype de l'énergie mariale. C'est-à-dire Oui. c'est que des énergies différentes. Voilà. Ok. Donc, et à chaque fois, j'ai eu une image, si tu veux. Effectivement, le ressenti me renvoyait une image de féminin. Mm. Ah oui. C'est intéressant d'avoir autant d'images différentes pour un féminin, en fait. Ouais, ouais, voilà. Faudra que tu décrives ça dans un autre livre. Ouais, peut-être, ouais. Encore du boulot. Bah écoute, là j'ai fini. Tu as bien répondu à toutes mes questions, hein. Après, bon, il y a résonance et syntonisation. J'ai pas tout compris non plus, mais je pense que tu as dû peut-être l'expliquer avec tout ce que tu m'as dit jusqu'à présent. Ouais, c'est la résonance, si tu veux, c'est involontaire. Oui, Et la syntonisation, c'est volontaire. d'accord, ok. C'est la même chose. Une syntonisation, c'est quand tu rentres en résonance avec quelque chose volontairement. Ah, Et la ok. résonance, tu as un aspect involontaire, quoi. Mhm. Tu vois, ça résonne d'un coup, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais ça résonne d'un coup. Mhm. Ouais. D'accord. J'avais aussi une question. Là, c'est juste sur le corps physique. Quand tu as une douleur qui apparaît à un endroit, par exemple la cheville, qui apparaît comme ça d'un seul coup pendant plusieurs jours, est-ce qu'on peut le relier à des mémoires ancestrales ou familiales ou pas? Ou est-ce que ça n'a aucun rapport? Oui, après, ça peut, mais tu vois, c'est pas tout le temps le cas parce que
J'ai une amie qui m'envoie un message, bah, le premier de là, elle m'envoie un message, elle se réveille, elle me dit, je suis pas du tout dans mon corps, je sais pas ce qui se passe, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Je me connecte à elle et puis j'ai dit, je la ramène dans son corps et puis je lui renvoie un message et j'ai dit, non, mais t'inquiète pas, c'est juste que c'est une déficience de ton système immunitaire. Tu vois, Ah, ça venait du bas du système immunitaire parce que le système immunitaire, dans ma vision, je le vois au niveau du tendon d'Achille, quoi, si tu veux. d'accord. C'est là aussi la vision qui est dans le GDV, la caméra GDV, mettre le système immunitaire à ce niveau-là. C'était faiblesse en fait, hein. Le tendon d'Achille, ça symbolique des faiblesses. Et j'ai dit non, c'est que. Donc tu vois, là, la première chose qui me venait, c'est ça vient du système immunitaire. Donc j'ai dit, je t'ai remis dans ton corps, mais après, essaye de voir des compléments alimentaires pour te booster le système immunitaire. Voilà. Mais bon, le système immunitaire, c'est quand même un lien. On pourrait aller voir pourquoi le système immunitaire est, a une faiblesse. Et Hmm, ça, à ce moment-là, on va aller plus fouiller dans le transgénérationnel. Parce d'accord. Et ça, tu qu'on fouilles est, avec on est les en dessous des manoscopes? grands-parents, quoi. Hein, tu fouilles avec les manoscopes, c'est ça? Oui, avec les manoscopes ou par médiumnité, c'est-à-dire je me Ah connecte oui. au point et après je vais voir. Mais là, le premier truc qui me venait pour elle, c'était des variants du système immunitaire. Et en hiver, avec les premiers froids qu'il faisait, bon, Hmm. aussi normal, si tu veux, que le système immunitaire s'affaiblisse. Il y a peut-être une faiblesse, mais la faiblesse n'est pas le paramètre le plus important de là, quoi, si tu veux. Donc toi, tu n'as pas la pensée que en fait tout est somatisé. C'est-à-dire quelle que soit la maladie ou l'accident qui nous arrive, c'est somatique. Ça peut être juste un virus ou une bactérie ou le corps qui est en faiblesse. Oui, il y a cet aspect-là, mais après, oui, après, il y a quand même beaucoup de choses qui Qui sont sont. faites par l'esprit ou des Oui, virus de après, il y a mémoire. l'automatisation et puis il y a les points, euh, les points liés aux mémoires, quoi, en fait, si tu veux. Donc, dans la plupart du cas, il y a quand même un lien, quoi, si tu veux. Ouais. Mais je te cite cet exemple-là où pour moi, le facteur principal, c'était le système immunitaire. Et je ne sentais pas le besoin d'aller chercher au-delà du système immunitaire parce qu'en fait, ça me paraissait, à mon ressenti, c'était logique qu'en la saison, il y avait, voilà. Après, il y avait peut-être une faiblesse, mais je ne suis pas allé au-delà, quoi. Ouais. Oui, il aurait fallu faire une consultation plus approfondie La si la plupart personne. des cas, par exemple, je sais pas moi, le genou, c'est les liens avec les parents. Donc, si je dis à une personne, il y a telle problématique avec votre parent, etc. Et j'ai dit, et je sens une douleur. Le douleur, c'est un vide, c'est un manque, hein. Donc, ça peut être un manque par rapport ou l'absence d'un parent. Mhm. Et j'ai dit, mais vous avez pas mal au genou? Il me dit, oui, j'ai mal au genou, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ben, j'ai dit, oui, là, la douleur au genou vient du lien avec tel parent et de l'absence ou du manque du parent, quoi. Tu vois? Ok. Donc, ça peut, dans beaucoup de cas, on peut faire le lien, quoi. D'accord. Mais ce lien, tu le fais parce que tu l'as lu quelque part ou c'est parce que tu le ressens? Ah non, parce que je le ressens. Tu le ressens. Parce que chaque personne est différente. Pour une douleur au genou, chez quelqu'un d'autre, aura peut-être une signification tout à fait différente. Oui, parce que si tu bases ton analyse uniquement sur des connaissances, euh, je dis souvent, si je prends par exemple la règle bien connue, côté droit, Mm. lignée paternelle et côté gauche, lignée maternelle, ça c'est ce qu'on dit dans les règles, mais sauf qu'il y a des fois, dans bien des cas, c'est mélangé ou c'est inversé. Mm. D'accord? Et ça, en fait, c'est une règle qui fonctionne en général bien, mais qui ne fonctionne pas tout le temps. Mm. Parce que des fois, suivant le rôle des parents, des fois ça s'est inversé ou des fois c'est totalement mélangé. Donc en Mm. fait, quand moi je lis l'information à travers une mesure à l'émanoscope, mais j'utilise mes ressentis, la mesure avec l'émanoscope, hein, parce que l'émanoscope dit des choses mais ne dit pas forcément tout. Ou si je fais qu'une lecture par mes ressentis, je me fie à mon ressenti. Mm. Si je sens une douleur dans la zone qui est liée aux parents, je ne vais pas forcément aller droit en me disant c'est à droite, c'est le père. Non, Ouais. je me connecte à la douleur,
je me connecte à ce que je ressens, à la mémoire que je ressens, et je viens sentir, est-ce que je sens le père ou la mère, tu vois? Ouais, d'accord. Parce que Ok. à travers le féminin et le masculin, on va pas sentir la même chose, quoi. Tu vois, en fait, tu Mm. arrives à deviner, enfin, moi, au ressenti, j'arrive très bien à deviner si c'est le père ou la mère, quoi. Tu vois, Ouais, 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 ouais. c'est, on le sent, quoi. Ouais. Donc, moi, je dis toujours de baser tout sur son ressenti, mais pas sur les connaissances. Les connaissances, c'est bien parce que au début, ça permet aussi de se structurer, je dirais, et de commencer à faire les premiers liens. Mais Oui, si tu arrives à faire les liens uniquement avec ton ressenti, c'est bien plus performant, ouais, bien d'accord. plus, et bien plus factuel. Et tu es Ouais. toujours dans... Mais il faut le développer, tout ça. C'est pas. Ouais. Ouais. Bon, écoute, j'avais plus de questions. Écoute, tu as bien répondu. Tu as vu, ça a quand même pris. Ben, 1 heure et demie. Il y avait beaucoup d'explications quand même à donner hein, pour agrandir un peu ce que tu marquais dans ton livre, en fait, hein, pour enrichir, on va dire. Oui, bah, j'espère que ça aidera d'autres personnes qui se posent des questions, cette vidéo, et voilà, et que les gens arriveront au bout parce que ça fait 1 heure et demie, ça fait beaucoup à Ouais. écouter. On va peut-être la séquencer. Voilà, voilà, et prêt à recommencer avec d'autres personnes s'il y a d'autres personnes intéressées Ouais. pour, Ah ouais. S'il y a d'autres questions, ça peut encore venir enrichir tout ça, quoi. ou avec toi, si tu as d'autres questions, on pourra en faire. Et- Gervaise. Bah, je te remercie beaucoup.